Elon dit, ben alors je suis assis et je dis, je vais mettre ma main dans mon pantalon et je vais sortir mon truc. Merci d'avoir pris le temps. Comment ça va, mon frère? Tu restes occupé? Ouais. Enfin. C'est rarement une semaine calme. Je veux dire, dans le monde aussi. Ouais. Chaque semaine, on dirait que tout part en vrille. C'est clairement une simulation. On est d'accord là-dessus maintenant. Si on est dans une série Netflix Alien, l'audimat doit être au top. Ouais, l'audimat est au top. Le prix de la liberté d'expression n'est pas donné. Hein? Je crois que c'est dans les 44 milliards, un truc comme ça. En gros, à 1 milliard près, ouais, en chiffres ronds. C'est complètement dingue. Il y a ce mouvement bizarre pour étouffer la liberté d'expression partout. Et ça devrait vraiment nous inquiéter. Il faut se demander pourquoi le premier amendement était si important. C'était la priorité numéro un. C'est parce que les gens venaient de pays où parler librement vous faisait emprisonner ou tuer. Et ils se sont dit, on ne veut pas de ça ici, parce que c'était horrible. Et il y a encore plein d'endroits où critiquer le gouvernement vous fait emprisonner ou tuer. Exact. On aimerait éviter ça. Ça vous inquiète? J'en rajoute? Ouais. Je pense que ce public est réceptif à ce message. On a toujours cru que l'Occident était l'exception. On savait qu'il y avait des régimes autoritaires, mais on croyait qu'en Occident, on aurait la liberté d'expression. Et on a vu, comme vous dites, que ça ressemble à un mouvement mondial. En Angleterre, des ados se retrouvent en tôle pour des mèmes. Tu likes un truc sur Facebook, hop, en prison. Les gens se font vraiment coffrer pour des commentaires anodins sur les réseaux. Même pas pour du troll. Même pas... Ouais, c'est dingue. Genre, Pavel s'est fait jeter en prison récemment. Je me dis, c'est vachement sévère. Je me demandais, c'était quoi ce crime énorme? Pavel en France, et puis au Brésil, avec le juge Voldemort. Ça semble être ce qui vous touche le plus. Quoi de neuf à ce sujet? Bah, on essaye de voir s'il y a une solution raisonnable au Brésil. Le problème, je veux juste m'assurer que c'est bien cadré. Et blagues à part, le cœur du problème était que chez X-Corp, on avait l'impression qu'on nous demandait de violer la loi brésilienne. Évidemment, en tant qu'entreprise américaine, on ne peut pas imposer nos lois et valeurs à d'autres pays. On n'irait pas bien loin si on faisait ça. Mais si on pense qu'on nous demande d'enfreindre les lois d'un pays et de nous taire, c'est clairement inacceptable. Je veux être clair là-dessus. Parfois, ça passe comme si Elon jouait au milliardaire fou qui exige l'impossible des autres pays. Et bien que ce soit vrai, il y a aussi des points valables, comme le fait que on ne peut évidemment pas je pense que tout ce qu'on fait chez X-Corp doit pouvoir s'expliquer au grand jour, sans honte ni regret. C'est ça, la nature de notre préoccupation. Donc,
On discute avec les autorités judiciaires brésiliennes pour clarifier la situation. Que se passe-t-il vraiment si on nous demande d'enfreindre la loi brésilienne? Ça ne devrait pas plaire à la justice brésilienne. Et si ce n'est pas le cas et qu'on se trompe, on aimerait comprendre notre erreur. Je pense que c'est une position assez raisonnable. Je m'inquiète en tant qu'ami que tu ailles dans un de ces pays et qu'un jour je me réveille et apprenne que tu as été arrêté et que je doive te sortir de là ou un truc du genre. Ça devient très sérieux. Ce n'est plus une blague maintenant. Ils disent littéralement, ce n'est plus juste Biden qui dit qu'il faut enquêter sur ce type. Maintenant, c'est devenu très concret. Comme ça, je sais pas, c'était qui le gars qui a écrit, c'était l'article du Guardian, non? Ah ouais, ouais. Il y a eu 3 articles, je crois, ces 3 dernières semaines. Robert Reich. Mais c'était pas que lui. C'était 3 articles différents. 3 articles différents. Ouais. C'est pas rien, c'est une tendance. Il demande mon emprisonnement dans le Guardian, tu vois? Guardian de quoi? C'est quoi? C'est quoi le nom? J'arrive pas à m'en souvenir. Ouais. Guardian de, je sais pas, de l'autoritarisme? Ouais. Gardien de, ouais. De la censure? De la censure. Mais l'idée, c'est que tu as acheté ce truc, ce forum en ligne, cette plateforme, et tu laisses les gens s'exprimer. Donc, tu dois aller en prison. Je pige pas la logique, là. Exact. Ils ont peur de quoi, au juste? C'est quoi leur motivation? Si quelqu'un essaie d'imposer une fausse idée, le dialogue public peut la démolir. Ils s'opposeront au dialogue public sur cette prémisse car ils veulent que ce faux postulat prévale. Exactement. Donc le problème, c'est que s'ils n'aiment pas la vérité, ils veulent la supprimer. Ce qu'on essaye de faire avec X-Corp, c'est le distinguer de mon fils, aussi appelé X. Oui. Vous avez des objectifs parentaux et des objectifs pour l'entreprise. Tout s'appelle X en gros. C'est une distinction très difficile. Le fils, oui, c'est X partout. Ce qu'on essaie de faire, c'est simplement respecter les lois d'un pays. Si quelque chose est illégal aux États-Unis ou illégal en Europe ou au Brésil ou ailleurs, on le supprimera ou suspendra le compte car on n'est pas là pour faire les lois. Mais si le discours n'est pas illégal, que fait-on? On devient censeur et où ça s'arrête? Qui décide? Et où ce chemin mène-t-il? Je pense que ça mène à un mauvais endroit. Si les gens veulent changer les lois, ils devraient le faire. Sinon, on obéira aux lois de chaque pays. Oui, et ces Européens, c'est tout, pas plus compliqué. On ne cherche pas à contourner la loi. Je veux être clair là-dessus. On respecte la loi. Si elle change, on s'adapte, sinon non. On essaie simplement de suivre la loi. C'est assez simple. Oui, c'est très simple. Si on pense qu'on ne suit pas la loi, qu'on nous poursuive. Aussi très simple, oui, il y a des pays européens contre la propagande nazie. Oui, ils y sont sensibles. C'est illégal. C'est illégal dans ces pays. Si quelqu'un publie ça, on le retire. Oui, ils signalent et demandent de le retirer. Oui, parfois c'est clairement illégal. Pas besoin de poursuivre en justice si c'est clairement illégal. On peut lire la loi, c'est une violation évidente. Tout le monde peut le voir. Si quelqu'un vole, pas besoin de vérifier la loi. Ouais. OK, il vole des trucs. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ouais. On a reçu J.D. Vance ce matin. Il s'est très bien débrouillé. Il y a cette image sur X où vous, Bobby, Trump et J.D. êtes comme les Avengers.
Et un autre même où tu es devant un bureau marqué Doge. Ouais, là. Le département de l'efficacité gouvernementale. Oui, oui. C'est moi qui l'ai posté. Parle-nous-en. Je l'ai fait avec Grok, le générateur d'images. Et je l'ai posté. Parle-nous-en. Et mis sur mon profil. Ça déchire. Comment t'as fait? Eh bien, C'est dur, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas réduit l'État et ses règles absurdes. Ouais. Le dernier effort sérieux, c'était Reagan dans les années 80. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas vraiment essayé de réduire. Vous savez, des règles qui ne servent pas l'intérêt général et réduisent la taille de l'État. Si on ne fait rien, on aura des lois qui s'accumulent chaque année jusqu'à ce que tout devienne illégal. C'est pourquoi on ne peut pas réaliser de grands projets d'infrastructure aux États-Unis. Prenez l'absurdité du TGV californien. 7 milliards dépensés pour 500 mètres sans rail. Vos impôts au travail, c'est le coût de 500 mètres de béton. Vous voyez, je me rends compte que parfois, je suis peut-être un peu trop optimiste avec les délais, mais je ne ferais pas ce que je fais si je n'étais pas optimiste. Vous comprenez? Au rythme actuel, le TGV californien pourrait être fini au siècle prochain. Peut-être, mais j'en doute. On aura la téléportation d'ici là. Exactement. L'IA fera tout à ce moment-là. Donc, je pense qu'aux États-Unis et ailleurs, c'est pire que l'UE, comme Gulliver ligoté par des milliers de ficelles. Chaque règlement n'est pas si mal, mais il y en a des millions en réalité. Et finalement, on ne peut plus rien faire du tout. C'est une taxe énorme sur le consommateur, sur les gens. Ils ne réalisent pas cette taxe massive sous forme de règlements irrationnels. Je vais vous donner un exemple récent qui est complètement dingue. SpaceX a été condamné à 140 000 $ d'amende par l'EPA pour avoir soi-disant déversé de l'eau potable au sol. C'était à Starbase. Et on est dans une région d'orages tropicaux. Ce truc tombe du ciel tout le temps. Et ça n'a causé aucun dommage réel. C'était juste de l'eau pour refroidir la rampe de lancement au décollage. Et ça n'a fait absolument aucun mal. Et ils sont d'accord, oui, il n'y a aucun dégât. Et on fait genre, OK, donc pas de dégâts. Et vous voulez qu'on paie 140 000 $ d'amende? C'est ça, oui, car vous n'aviez pas de permis. D'accord. On ignorait qu'il fallait un permis pour de l'eau douce au sol, là où il pleut tout le temps, près de l'océan, parce qu'il y a un peu d'eau là aussi. Ouais. Parfois, il pleut tellement que les routes dans l'île sont inondées. On se dit, comment ça peut avoir du sens? Ouais. Puis, ils ont dit, on traitera plus vos demandes de lancement Starship sans les 140 000 $. Ils nous ont rançonnés, alors on a payé 140 000 $. Mais c'est pas bon du tout, ça. À ce rythme, on n'ira jamais sur Mars. C'est ça qui est déroutant, en fait. Ouais. C'est qu'on agit contre notre propre intérêt. Vous savez, quand on regarde, on doit faire... Bon, la fusée fait beaucoup de bruit. Je suis certain qu'il y a des plaintes sur le bruit parfois. Mais on veut faire des progrès, même si ça fait du bruit. Donc, on échange un peu de bruit contre des progrès massifs ou même du plaisir. Quand a-t-on arrêté de faire ces compromis? Parlons de la différence entre la Californie et le Texas. Au Texas, vous avez pu construire la Gigafactory.
Je me souviens quand vous avez eu le terrain, ça semblait moins de 2 ans avant la fête d'ouverture. Ouais. Du début à la fin de la construction, ça a pris 14 mois. 14. 14 mois. Y a-t-il un endroit sur la planète qui irait plus vite? La Chine est-elle plus rapide que ça? La Chine l'a fait en 11 mois, je vois. Donc, Texas, Chine, 11 et 14 mois. Californie, combien de mois? Pour vous donner une idée, la Gigafactory Tesla en Chine fait 3 fois la taille du Pentagone. C'était le plus grand bâtiment d'Amérique? Non, il y en avait de plus grands, mais le Pentagone est déjà énorme. Ouais, ou c'était le plus grand à l'époque. En unité de Pentagone, ça fait 3. D'accord. 3 Pentagones et ça continue. Ouais, compris. En 14 mois, juste les autorisations en Californie auraient pris 2 ans. Ouais, donc voilà, c'est ça. Où pensez-vous que la réglementation aide? Pour ceux qui disent qu'on a besoin de contrôle, car pour chaque bon acteur comme vous, il y aura un mauvais. Où est cette limite alors? Eh bien, je n'ai pas... Vous savez, en fait, pour une déréglementation sensée et réduire la taille du gouvernement, il faut être très transparent et demander quelles règles on pense. Si le public aime vraiment une règle et veut la garder, on la garde. Si une règle s'avère mauvaise, on peut simplement la remettre en place. Voilà, problème résolu. C'est facile d'ajouter des règles, mais on n'a pas de processus pour s'en débarrasser. C'est ça le problème. Pas de collecte des déchets. Quand on vous observait travailler, David, Antonio et moi, ce premier mois chez Twitter, où tout le monde était mobilisé, vous faisiez du budget base 0, vous avez vite maîtrisé les coûts. Puis, miracle, tous disaient que le site allait tomber et vous avez ajouté 50 fonctions. Expliquez-nous, car c'est une première. Oui, il y avait tant d'articles disant que Twitter était mort pour toujours, qu'il n'y avait aucun moyen que ça continue. C'était comme si la presse espérait votre échec. Ils se disaient, allez, écrivons la nécrologie. Voilà la nécrologie. Tous faisaient leurs adieux sur Twitter. Vous vous en souvenez? Oui, oui. Ils partaient tous en disant au revoir, pensant que le site allait s'effondrer. Oui, un échec total. Et tous les journalistes sont partis. Si vous voulez traîner avec des pions, mon Dieu, Threads est génial. Chaque fois que j'y poste, ils sont vraiment déclenchés. Si vous aimez être condamné sans raison, Threads est l'endroit idéal. C'est vraiment l'endroit le plus misérable sur Terre. Si Disney est le plus joyeux, c'est l'anti-Disney. Mais si on entrait au gouvernement, disons à l'éducation ou un autre ministère, vous en connaissez plusieurs, on ne peut pas y aller avec un budget base 0. D'accord, on comprend. Mais si on réduisait de 2, 3, 4, 5% ces organismes, quel impact ça aurait? Je pense qu'il faudrait faire plus que ça. Idéalement, oui. Mais en composant chaque année, 2 ou 3% par an, ce serait déjà mieux que la situation actuelle. Si Trump gagne, et je sais que ça divise, on aurait une chance unique de déréglementer et de réduire la taille du gouvernement. Car en plus des régulations, l'Amérique fait faillite très vite. Et personne ne semble vouloir ignorer le problème cette fois-ci. Mais ils se ruent tous sur l'argenterie. Tout le monde remplit ses poches avant que le Titanic ne coule. Le budget du ministère de la Défense est énorme, vous savez. C'est $1 billion par an, DOD et renseignements compris. Les intérêts de la dette dépassent maintenant le budget de la Défense. Plus d'1 billion par an, juste en intérêts, et ça augmente. On ajoute 1 billion à notre dette tous les 3 mois. Bientôt, ce sera tous les 2 mois, puis chaque mois. Et on ne pourra plus payer que les intérêts.
C'est comme quelqu'un qui a trop abusé de sa carte de crédit. Ça ne peut pas bien finir. Il faut donc réduire les dépenses. Laissez-moi poser une question, car j'ai souvent évoqué ce contre-argument que j'entends et avec lequel je ne suis pas d'accord. Le contre-argument que j'entends de nombreux politiciens est que si on réduit les dépenses, alors qu'actuellement, les dépenses fédérales, étatiques et locales représentent 40 à 50 du PIB, donc près de la moitié de notre économie dépend des dépenses publiques, et presque la moitié des Américains dépendent directement ou indirectement des chèques du gouvernement, soit via des contrats gouvernementaux, soit en étant employés par une entité publique. Donc, si on coupe trop vite et trop fort, on risque une forte contraction, des pertes d'emplois et une récession. Comment trouver l'équilibre, Elon, en réfléchissant? Car je suis totalement d'accord avec vous. La suite suppose que Trump gagne et vous devenez le chef DOGE, DO, comme double G. Oui, le défi est de savoir à quelle vitesse on peut agir, non? À quelle vitesse les choses peuvent changer. Et sans. Je veux ça sur ma carte de visite. Sans toute cette contraction et perte d'emploi. Contrat Scott. Ouais. Comment gérer ça quand l'économie et tant d'emplois dépendent des dépenses publiques? Eh bien, je pense que c'est une fausse dichotomie, vous savez. Ce n'est pas comme si toute dépense publique allait cesser. Il faut plutôt se demander si le niveau est approprié. Et rappelez-vous que pour toute personne, si elle travaille dans une organisation moins efficace par rapport à une organisation plus efficace, sa contribution à l'économie, sa production nette de biens et services diminuera. Prenons des exemples concrets. L'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, la Corée du Nord et du Sud. En Corée du Nord, les gens meurent de faim. La Corée du Sud, c'est incroyable. C'est le futur. C'est l'effet cumulé des gains de productivité. Ouais, c'est le jour et la nuit. En Corée du Nord, c'est 100% gouvernement. En Corée du Sud, c'est peut-être, je sais pas, 40% de gouvernement. C'est pas zéro. Pourtant, le niveau de vie est sûrement 10 fois plus élevé en Corée du Sud. Au moins, exactement. Puis l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. En Allemagne de l'Ouest, côté voiture, tu avais BMW, Porsche, Audi, Mercedes. Et en Allemagne de l'Est, juste séparés par une ligne, la seule bagnole dispo était la Trabant, une tondeuse avec une carrosserie, quoi. Et c'était super dangereux. Il y avait 20 ans d'attente. Tu inscrivais ton gosse dès sa conception. Et même là, un quart des gens avaient cette caisse pourrie. C'est un exemple intéressant. Même gens, système différent. L'Allemagne de l'Ouest n'était pas un paradis capitaliste. Elle était plutôt socialiste, en fait. Probablement 50% étatique à l'ouest, 100% à l'est. Résultat, niveau de vie 5 à 10 fois supérieur à l'ouest et qualitativement bien meilleur aussi. Étonnamment, ce débat sur le meilleur système persiste. Je vais vous dire quel système est le meilleur. Celui qui n'a pas besoin d'un mur pour retenir les gens. C'est comme ça qu'on peut le savoir, non? Ouais. C'est révélateur. Attention, spoiler, c'est révélateur. Les gens grimpent le mur pour sortir ou entrer. Construire une barrière pour retenir les gens, c'est ça, le mauvais système. Ce n'est pas Berlin-Ouest qui a construit le mur. Il disait, vous voulez partir? Allez-y. En parlant de mur, donc, si on regarde le flux de bateaux venant de Cuba, il y a un grand nombre de bateaux de Cuba et plein de bateaux gratuits que n'importe qui peut prendre pour retourner à Cuba. Beaucoup de place. C'est comme, oh, un bateau abandonné. Je pourrais l'utiliser pour aller à Cuba où il y a le communisme. Super, oui.
Et pourtant, personne ne prend ces bateaux pour le faire. Étonnant. Donc, vous y avez beaucoup réfléchi. Ouais. Attendez, vous dites qu'on créera des emplois en réduisant les dépenses de l'État? Des emplois créés assez vite pour compenser, non? Oui. Je ne dis pas de virer les gens sans indemnité, sans pouvoir payer leurs prêts. On voit une sortie raisonnable ou plan de transition. Ouais. Une sortie où ils reçoivent de l'argent, mais ont 1 an ou 2 pour trouver un emploi privé. Puis ils seront dans un système différent. Encore une fois, on voit la différence. L'Allemagne de l'Est a été intégrée à l'Allemagne de l'Ouest. Le niveau de vie en Allemagne de l'Est a beaucoup augmenté. Dans 4 ans, si Trump réduisait l'État, quel serait un bon objectif? Juste en gros, vous essayez de me faire assassiner avant même que ça arrive? Non, choisissez un chiffre bas. Vous savez, il y a cette expression « péter les plombs ». C'est comme s'il pourrait le faire. On gardera donc la poste. Il vous faudra une sécurité volante, les gars. Le nombre d'anciens fonctionnaires grognons est effrayant. Je n'y arriverai peut-être pas. Des chiffres bas sur 4 ans seraient acceptables. Et j'aime votre idée d'offre. Le souci, c'est que si on rate une opportunité unique, qu'on n'agit pas sérieusement avec 4 ans pour le faire et que ça n'aboutit pas, à quel point Trump est-il sérieux à ce sujet? Vous lui en avez parlé? Je pense qu'il est très sérieux. Sans régulation absurde, le privé prospérera énormément. Eh bien, je pense qu'on va vivre un âge d'or dans ce pays. Ce sera fantastique. On peut parler de la mission Bayside. Vous avez plusieurs étapes cruciales qui approchent. Oui, en fait, il y a un lancement très excitant qui pourrait avoir lieu ce soir. Si la météo le permet, je vais partir d'ici pour me rendre à Cap Canaveral pour la mission Polaris Dawn, qui est une mission privée financée par Jared Eisenman, un type vraiment génial. Ce sera la première sortie spatiale commerciale de l'histoire. Et ce sera à la plus haute altitude depuis Apollo. C'est le plus loin de la Terre que quelqu'un sera allé. Et après ça, en supposant que tout se passe bien, j'espère vraiment que ça marchera. Ouais. Absolument, vous savez. La sécurité des astronautes, c'est crucial. Si j'avais un vœu à faire, ce serait ça. Vous savez, l'espace est dangereux. La prochaine étape serait le prochain vol de Starship. Starship, c'est le prochain vol. Starship est prêt à décoller. On attend l'approbation réglementaire. C'est fou de construire une fusée plus vite que la paperasse ne circule. C'est vraiment dur à approuver. Ouais. Vous avez vu le film Zootopie? Il y a un paresseux. Ouais. J'ai fait une blague et j'ai pensé, oh non, ça va être long. Mais oui, Zootopie. Vous savez, c'est marrant parce que je suis allé à la préfecture 1 an après pour renouveler mon permis ou je ne sais quoi. Et le gars, dans un exercice d'incroyable lucidité, avait le paresseux de Zootopie dans son cube. Il était Swift, en fait. Ouais. Avec cette mise à jour, il a battu le paresseux. Ouais. L'initiative personnelle. L'initiative personnelle.
Parfois, les gens pensent que le gouvernement est plus compétent qu'il ne l'est vraiment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens compétents au gouvernement. Ils sont juste dans un système opérationnel inefficace. Dans un système plus efficace, leur productivité augmente considérablement, comme on l'a vu. Exactement. Quand l'Est a rejoint l'Ouest, les Allemands sont devenus plus prospères avec un système mi-capitaliste. Pour beaucoup, l'expérience la plus directe du gouvernement, c'est le service des cartes grises. Et il faut se rappeler que le gouvernement, c'est ce service à grande échelle. Exact. C'est le gouvernement qui a le pouvoir mental. À quelle échelle voulez-vous le développer? Pardon. Pouvez-vous revenir à Chumash? Une question sur l'amidon. Vous avez annoncé que Starship irait sur Mars dans 2 ans. Et d'ailleurs. Ouais. Et puis 4 ans pour un lancement ambitieux à la prochaine fenêtre. Et le gouvernement, il est impliqué à quel point? Je ne dis pas de les surveiller, mais vu nos progrès actuels avec Starship, on a atteint la vitesse orbitale 2 fois et on a réussi des amérissages en douceur du booster et du vaisseau. Et ça, malgré que la moitié des volets du vaisseau étaient bloqués. Vous pouvez voir la vidéo sur X. C'est vraiment excitant. On pense pouvoir lancer de façon fiable, répétée et rapide. Le Saint Graal pour la fusée, l'avancée cruciale pour devenir multiplanétaire, c'est une fusée fiable et vite réutilisable. Arararar. Avec un pirate, tiens. Faut mettre un pirate là-dedans. Starship est la première fusée où le succès total est possible. Pour tout projet, faut dire, voilà le cercle, on va faire un diagramme de Venn. Voici le cercle du succès. Le point dans le cercle représente le succès parmi les résultats possibles. Ça paraît évident, mais souvent dans certains projets, ce succès n'est pas un résultat possible. Starship prouve à chaque lancement que sa réutilisation totale est non seulement possible, mais réalisable. Je suis sûr qu'on réussira, ce n'est qu'une question de temps. Si on accélère la réglementation, on pourrait avancer beaucoup plus vite. Ça serait vraiment très utile. En fait, si on ne réduit pas la réglementation et n'accélère pas les approbations, et je ne parle pas de compromettre la sécurité, juste de traiter les aspects sûrs aussi vite qu'on construit la fusée, pas plus lentement, alors on pourrait devenir une civilisation spatiale, une espèce multiplanétaire et explorer les étoiles dans le futur. C'est crucial d'avoir des choses inspirantes, de voir un futur meilleur que le passé, des choses à anticiper. Les enfants sont un bon baromètre pour ça. Qu'est-ce qui les passionne? Dire, tu pourrais être astronaute sur Mars, explorer au-delà du système solaire, rendre Star Trek réel. C'est un avenir excitant. C'est inspirant. Il faut des choses qui touchent le cœur. Ouais. Putain, ouais. Putain, ouais. Allons-y. La vie ne peut pas être que résoudre un problème misérable après l'autre. Il faut aussi des choses qu'on attend avec impatience. Ouais. Faudrait-il changer de juridiction pour avancer plus vite? Je me suis toujours demandé si
La techno des fusées est considérée comme arme avancée. On ne peut pas juste le faire dans un autre pays, dans un... Ouais, intéressant. Et si on ne le fait pas, d'autres pays pourraient le faire. Ils sont loin derrière nous, mais en théorie, il y a une question de sécurité nationale. Si on réfléchit, veut-on que cette technologie qu'on développe soit volée par d'autres pays? Et puis, ils ont peut-être moins de bureaucratie. J'aimerais que des gens essaient de la voler, pour que personne n'essaie de la voler. C'est juste trop... C'est complètement dingue, en fait. Et ça, c'est pour vous. Ouais, c'est vraiment trop dingue. Elon, pourquoi Boeing a construit le Starliner comme ça, selon vous? Ils ont réussi à le lancer, mais pas à le finir. Mais ils peuvent pas finir. Ils n'arrivent pas à terminer. Ils peuvent pas terminer. Et maintenant, je comprends pas. On va devoir monter et finir. Bon, je pense que Boeing est une entreprise qui fait tellement d'affaires avec le gouvernement qu'elle s'est adaptée à son fonctionnement. Ils sont donc pratiquement une extension du gouvernement, à 1 ou 2 degrés près. Leur efficacité est proche de celle du gouvernement, car ils en tirent une grande partie de leurs revenus. Beaucoup pensent que SpaceX dépend du gouvernement, mais en fait, la plupart de nos revenus sont commerciaux. Je crois que jusqu'à récemment, c'était différent, mais ils ont un nouveau PDG qui se montre à l'usine. Le PDG précédent avait un diplôme en comptabilité, ne visitait jamais l'usine et ne comprenait pas le vol des avions. Si on dirige une entreprise d'avions et de vaisseaux spatiaux, leur fonctionnement ne devrait pas être un mystère total. Donc, je me dis, si quelqu'un dirige Coca ou Pepsi et excelle en marketing, ça va. Ce n'est pas une entreprise axée sur la technologie. Ou s'ils gèrent une boîte de conseil financier avec un diplôme en compta, ça se tient. Mais je pense que si tu es capitaine de cavalerie, tu devrais savoir monter à cheval. C'est la base. Ouais. Ouais. C'est inquiétant si le capitaine de cavalerie tire juste le cheval. Il ne va pas inspirer l'équipe. Désolé, j'ai peur des chevaux. Monte à l'envers. Je fais genre, oups. Pour l'IA, Peter était là et disait que seul NVIDIA gagne de l'argent avec ses puces. Tu as une idée des grandes applications futures de l'IA? Ça va permettre la conduite autonome, ça va permettre les robots, ça va transformer les industries. Je pense qu'il est encore tôt pour voir l'impact réel sur les entreprises. Ouais. Je pense que les dépenses en IA dépassent les revenus actuellement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'IA s'améliore plus vite que toute autre technologie que j'ai vue. Et c'est... Par exemple, le test de Turing était important autrefois. Maintenant, un LLM basique sur un Raspberry Pi pourrait le réussir. Donc, il y a, je pense en fait, l'avenir positif de l'IA, c'est une prospérité immense, une ère d'abondance. Chacun pourra avoir ce qu'il veut, sauf les choses qu'on définit comme rares, comme certaines œuvres d'art. Mais avec l'IA et la robotique, le coût des biens et services tendra vers zéro.
Je ne dis pas que ce sera zéro, mais tout le monde pourra avoir ce qu'il désire. C'est le bon avenir. Bien sûr, à mon avis, c'est probable à 80%. Alors voyons le bon côté des choses. Seulement 20% de risque d'annihilation. Rien. Ces 20%, ça ressemble à quoi au juste? Franchement, je dois un peu me voiler la face sur l'IA pour bien dormir. Et même là. Le vrai défi, c'est de trouver un sens si l'IA nous surpasse en tout. C'est peut-être ça le plus gros problème. Cela dit, je vois des retraités qui ont l'air heureux. Mais il y aura peut-être une crise existentielle, parce que l'ordi peut tout faire mieux que nous, ça sera un défi. Mais il faut des effecteurs, des voitures autonomes et des robots humanoïdes polyvalents. Avec des robots humanoïdes et des véhicules autonomes, on peut tout construire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à la taille de l'économie. Bon, la masse de la Terre serait une limite, évidemment. L'économie, c'est la productivité moyenne par personne fois le nombre de gens. Et si on a des robots humanoïdes qui peuvent tout faire, sans limite réelle sur leur nombre, et qu'ils fonctionnent de manière très intelligente, alors il n'y a pas vraiment de limite à l'économie, pas de limite significative à l'économie. Vous venez d'activer Colossus, le plus grand cluster de calcul privé de GPU. Non, c'est bien ça? C'est le supercalculateur le plus puissant, tout type confondu. Ça rejoint ce que David et Peter ont dit. La valeur économique de l'IA est allée principalement à NVIDIA. Mais il y a des alternatives et vous en proposez une. Votre cas est spécifique car Dojo traite de grandes images et d'énormes vidéos. Le problème de Tesla diffère du problème des LLM. La nature de l'intelligence et ce qui compte en IA sont différents, car chez Tesla, le contexte est très long. On parle de gigaoctets de contexte. Des gigaoctets de contexte, oui. Oui, vous avez, j'évoquais juste ça, des milliards de tokens de contexte, car avec 7 caméras HD sur une minute, ça fait des gigaoctets. Il faut donc compresser. Le problème Tesla, c'est compresser un contexte énorme dans les pixels essentiels et le condenser dans le temps. Donc il faut, dans la dimension temporelle et dans la dimension spatiale, compresser les pixels dans l'espace et les pixels dans le temps. Puis faire cette inférence sur un petit ordinateur, relativement parlant, un petit de quelques centaines de watts. C'est un ordinateur d'inférence IA conçu par Tesla, qui est probablement toujours le meilleur. Il n'y a rien de mieux qu'on puisse acheter chez les fournisseurs. Donc l'ordinateur d'inférence IA Tesla dans les voitures surpasse tout ce qu'on pourrait acheter ailleurs. D'ailleurs, l'équipe de la puce IA Tesla est excellente. Les gars, dans la conception, il y avait un article et une présentation publiée par quelqu'un de votre équipe Tesla. C'était stupéfiant. Vous avez conçu votre propre couche de contrôle de transport sur Ethernet. Vous étiez genre, ah, Ethernet n'est pas assez bon pour nous. Vous avez ce TTCOE ou un truc du genre. Et vous vous dites, on va réinventer Ethernet
et lier ces puces. C'est vraiment incroyable ce qui se passe là-bas. Ouais. L'équipe de conception des puces Tesla est excellente, c'est sûr. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que d'autres, ayant besoin de traiter de la vidéo ou des images, se disent « Pourquoi pas? J'ai de la capacité en RAB ici. On ferait de vous un concurrent de NVIDIA. » En gros, c'est pas vraiment intentionnel, mais bon. Ouais, enfin, il y a l'entraînement et l'inférence, quoi. Et on a ces deux projets chez Tesla. On a Dojo, l'ordinateur d'entraînement, et puis notre puce d'inférence. Dans chaque voiture, l'ordi d'inférence. Donc pour Dojo, on n'a eu que Dojo 1 pour l'instant. Dojo 2 devrait être produit en masse vers la fin de l'an prochain. On pense qu'il sera comparable à un système type B200 pour l'entraînement. Donc il y a peut-être un potentiel pour l'utiliser comme service. Bon, vous savez, Dojo, c'est un peu... Je dirais que j'ai plus confiance en Dojo, mais je pense qu'on ne saura vraiment sa valeur qu'à la version 3. Il faut généralement 3 itérations majeures pour qu'une technologie soit excellente, et on n'aura que la deuxième l'an prochain. La troisième, je ne sais pas, peut-être fin 2026 ou quelque chose comme ça. Comment avance le projet Optimus? Je me souviens qu'on en a parlé et vous avez dit publiquement qu'il faisait des tests légers dans l'usine. Oui, il s'avère vraiment utile. Quelle est la liste des matériaux et quand pour ce genre de choses à grande échelle? Donc, quand vous commencez à le produire comme le modèle 3 avec 1 million sortant des chaînes, combien coûterait-il? 20, 30, 40 000 $, vous pensez? J'ai réalisé que tout ce qui est produit en grande quantité tend à coûter le prix de ces matériaux. Alors, certaines choses sont limitées par le coût de la propriété intellectuelle et des brevets. Une grande partie du coût d'une puce vient des redevances et de l'amortissement de sa fabrication. Mais le coût marginal réel des puces est très faible. Optimus, évidemment, est un robot humanoïde. Il pèse beaucoup moins et bien plus petit qu'une voiture. On peut s'attendre à un volume élevé et il faudra probablement 3 versions de production d'Optimus. Il faut donc affiner le design au moins 3 fois de manière majeure. Ensuite, il faut augmenter la production à plus d'1 million d'unités par an. À ce stade, le coût en main-d'œuvre et matériaux d'Optimus ne dépasserait probablement pas 10 000 $. C'est un parcours d'une décennie peut-être, donc Optimus coûterait moins cher qu'une petite voiture. À grande échelle, avec 3 itérations majeures de la technologie. Si une petite voiture coûte 25 000 $, un Optimus, un robot humanoïde qui peut être votre ami, comme R2D2 et C3PO en mieux, coûterait environ 20 000 $. Je pense vraiment que les gens vont s'attacher à leurs robots humanoïdes, comme on le voit avec R2D2 et C3PO dans Star Wars. J'adore ces personnages. Ouais, ils sont géniaux. Et leur personnalité, R2 ne fait que biper. Ouais, c'est un bon anglais. Et C3PO traduit les bips, vous en êtes à la 2e année. Si c'est 2-3 ans par itération, ça prendra une décennie pour atteindre une certaine échelle. Je dirais que les itérations majeures durent moins de 2 ans, donc probablement environ 5 ans. Peut-être 6 pour atteindre 1 million d'unités par an. Et à ce prix, tout le monde peut en avoir un. Oui, sur la planète Terre. Ça sera du 1 pour 1 ou 2 pour 1. Dans 30 ans,
Le ratio robots-humains sur Terre sera comment, selon vous? Je pense que les robots seront bien plus nombreux que les humains, largement, oui, bien plus nombreux. Qui ne voudrait pas son propre robot compagnon? Tout le monde en voudrait un. Absolument. Il pourrait promener le chien, par exemple. Il pourrait tondre la pelouse. Il pourrait garder les enfants. Il pourrait même leur enseigner. C'est possible? Oui. On pourrait aussi l'envoyer sur Mars. Oui, tout à fait. On pourrait envoyer plein de robots sur Mars pour la coloniser. Mars est déjà la planète des robots. Il y a plein de rovers et d'hélicoptères là-bas. Que des robots. Oui. Uniquement des robots. Les robots humanoïdes sont la plus grande opportunité de tous les temps. Le ratio robots-humains sera d'au moins 2 pour 1, voire 3 pour 1. Tout le monde en voudra un, et des robots invisibles produiront biens et services. Vous pensez à un robot polyvalent qui apprend diverses tâches? Oui, en fait, nous sommes des robots polyvalents. Oui, nous sommes des généralistes non-robots. Nous sommes juste faits de chair, exactement. Nous sommes des robots de viande. Ouais, je pilote ma marionnette de chair, quoi. En concevant Optimus, on a compris pourquoi les humains sont ainsi faits. Pourquoi on a 5 doigts et le petit plus petit que l'index. Pourquoi on a des pouces opposables et les muscles des mains dans l'avant-bras. Les muscles actionnant nos doigts sont surtout dans l'avant-bras. Et vos doigts sont actionnés par des tendons, de petits fils. La version actuelle de la main Optimus a les moteurs dans la main et seulement 11 degrés de liberté. Elle n'a donc pas tous les degrés de liberté d'une main humaine, qui en a environ 25 selon le décompte. Elle manque aussi de force, car les moteurs doivent tenir dans la main. Dans le prototype de la nouvelle main Optimus, les moteurs sont dans l'avant-bras, comme chez l'humain. La nouvelle main aura 22 degrés de liberté, suffisant pour presque tout faire comme un humain. On a écrit que X et Tesla pourraient collaborer et fournir des services ensemble. J'ai pensé, si on donne Grok au robot, il aura une personnalité et traitera voix, vidéo et images. En terminant, je pense que tous parlent de vos projets, mais peu savent que vous avez un grand sens de l'humour. Ce n'est pas vrai. Oh si, vous l'avez vraiment. Les gens ne le voient pas, mais pour moi, la semaine la plus drôle de ma vie était quand vous avez fait SNL et que j'ai pu vous accompagner. Vous l'avez peut-être vu. En coulisses, quels sont vos souvenirs les plus drôles de cette semaine folle où on riait 12 heures par jour? C'était un peu terrifiant les premiers jours. Oui, j'étais inquiet au début, car franchement, rien n'était drôle. Le premier jour était difficile. Ouais, donc. C'est une règle, mais vous ne pouvez pas simplement le dire. Dites ce qui a fini sur le sol de la salle de montage. Les sketchs les plus drôles étaient ceux qu'on ne vous a pas laissé faire. C'est ce que je dis. Vous pouvez le dire? Il y en avait quelques-uns de drôles, oui, qu'on ne vous a pas laissé faire. Dites-le pour qu'ils ne comprennent pas. Je veux dire, combien de temps avons-nous ici? On devrait lui en donner 1 ou 2. Lequel regrettes-tu le plus de ne pas avoir diffusé? Tu veux vraiment savoir? Ben,
C'était un peu osé et un peu drôle. D'accord, allons-y. Bon, c'est parti les gars. Très bien. Une chose que tout le monde se demande depuis longtemps, Saturday Night Live est-il vraiment en direct? Genre en direct, en direct, en direct, en direct. Y a-t-il un délai au cas où il y aurait un problème de costume ou autre? Ouais. Un délai de 5 secondes. Que se passe-t-il vraiment? Mais on peut le tester. Exact. On a trouvé un moyen. Il y a un moyen de vérifier. On ne leur dit rien de ce qui se passe. J'arrive et je dis, voici le script que je vais jeter par terre. On va le découvrir ce soir, maintenant. Si Saturday Night Live. Saturday Night Live est vraiment en direct. Et pour le prouver, je vais sortir mon sexe. Et si vous voyez mon sexe. Vous savez, c'est vrai. Et sinon, c'était un mensonge. Un mensonge depuis des années. Et on va les coincer maintenant. Ah, c'est ce qu'on propose. On présente ça sur Zoom. On pitch sur Zoom un lundi, un peu défoncé. Enfin, Mike est là, Jason aussi, ils sont marrants. Jason est vraiment drôle. Jason, c'est Cartman en vrai. On blague qu'il est Butters et moi Cartman. Mon pote Mike est hilarant aussi. On débarque, on mitraille d'idées. On ne savait pas que ça marchait pas comme ça. D'habitude, les acteurs suivent juste les ordres. Ah bon? On peut pas juste faire nos trucs marins? Ils regardent ça sur Zoom. Ils sont stupéfaits. Non, c'est le silence total. Oui, c'est le silence. Je me demande si ça marche. Sommes-nous en muet? Le micro est-il allumé? Et ils disent, on vous entend. Après un long silence, Mike dit juste « grillon », pas même un rire. Je me dis « que se passe-t-il » Puis Elon explique la chute. Oui, exactement. Il y a donc plus que ça. Ce n'est que le début. Elon dit, ben alors je suis assis et je dis, je vais mettre ma main dans mon pantalon et je vais sortir mon truc. Je dis ça au public et ils sont comme, et puis, je sors un bébé coq et c'est comme, ok, c'est familial. Vous savez, c'est comme ça, pas si mal. C'est mon petit coq. Et qu'en pensez-vous? Alors, tu trouves que c'est un beau coq? Moi, je l'aime bien. Et là, Kate McKinnon arrive. Ouais, exactement. Et je me dis, oh là, c'est pas fini. Kate McKinnon sort et dit, Elon, je pensais que ton coq serait plus gros. Désolé de te décevoir, Kate, mais bon, j'espère qu'il te plaît quand même. Kate doit sortir avec son chat. Tu vois où ça mène. Et je dis, sympa. Ça, c'est une belle jaquette que tu as là. Wow, c'est incroyable. Elle a l'air un peu mouillée. Il pleuvait dehors, je crois. Je peux caresser ta jaquette. Ça va? Elle fait, oh non, Elon, je peux tenir ton coq? Bien sûr, Kate, vas-y, tu peux tenir mon coq. On a échangé et l'audio était plutôt bon.
C'était genre, waouh, j'ai adoré caresser ton coq. Et là, j'ai dit, puis Elon a fait, j'adore caresser ton oui, bien sûr. Et tu vois, ils nous regardaient, genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait en invitant ces fous? Puis ils ont dit, bon, c'est quand même la fête des mères. C'est la fête des mères. On devrait peut-être éviter ça. Il y a plein de mamans dans le public. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est juste. Ça pourrait gêner les mamans dans le public. Peut-être, je sais pas. Ou alors elles vont kiffer. Peut-être qu'elles aimeront. Donc voilà. C'était ça le truc qui n'a pas passé. On l'a pas eu à l'antenne. Mais on s'est battu pour Doge. Ouais. Et on a réussi à parler de Doge. J'ai dit plein de trucs hors script. Ils ont ces fiches avec ce qu'on doit dire et j'ai pas suivi du tout. J'ai complètement déraillé. C'est du direct. Bah ouais, c'est du direct et... Donc, Elon voulait faire du Doge. C'est l'autre truc. Il voulait parler de Doge au Late Show. Il me dit, « Jake, comment t'assurer? » Ah oui. Je voulais faire le Doge père. Refaire la scène du parrain, tu vois. Faut la musique pour planter le décor. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Tu viens le jour du mariage de ma fille. Ta, ta, ta. Écoute, tu demandes du Doge. T'as Roland Brando dans la scène. Je t'offre du Bitcoin, mais tu veux du Doge. Exactement. Faut vraiment créer l'ambiance. Un smoking, ce genre de truc. Tout ce concept du Doge père. Et il faut Roland Brando, quoi. Ouais. J'ai dit, tu viens le jour du mariage et tu me demandes tes clés privées. Es-tu seulement un ami? Tu m'appelles le Doge père. Donc. Buonasera. Voilà. Ça, c'est du potentiel. Ça avait un sacré potentiel. Ils viennent me voir, je parle à Colin et Jost. Il adore Elon. C'est un type génial. Et il dit, on ne peut pas le faire à cause de la loi et tout ça. La loi. La loi et la responsabilité. Alors j'ai dit, pas grave. Elon a appelé Comcast. Il a fait une offre et ils l'ont accepté direct. Il vient d'acheter NBC. Donc c'est bon. Et Colin Jost me regarde, j'ai tellement bien vendu l'idée. Il me dit, t'es sérieux? Je fais, ouais, on possède NBC maintenant. Il fait, OK, ça change un peu la donne, non? Et je fais, absolument. On est parti sur Doge. Et là, il fait, tu te fous de moi. Et je fais, je me fous de toi. Ou pas. Ou pas. C'était la meilleure semaine et c'est que 2 histoires sur 10. Ouais, on garde les 8 autres. Mais j'étais tellement content de te voir passer une super semaine de joie et de fun. Car tu lançais des fusées. Tu gères tellement de trucs. Avoir ces moments, les partager et juste rire. C'était vraiment génial. Plus de moments comme ça. Je crois qu'il faut te faire revenir à SNL. Qui veut revenir à SNL une fois de plus? Au revoir, mesdames et messieurs. Notre meilleur, Elon Musk.